Marine Benoît qui est journaliste, responsable des pages archéologie et histoire du magazine Sciences et Avenir depuis 2019. Auparavant, elle a travaillé entre autres pour Le Monde et France 24. Elle est aussi l'autrice du podcast In Tenebris et du livre qui a le même nom aux éditions Payot. Donc In Tenebris qui explore sous un angle scientifique des phénomènes en apparence paranormaux. Et pour nous, c'était extrêmement important d'avoir quelqu'un qui fréquente le monde scientifique de près, dans cette revue de vulgarisation, enfin, de diffusion et de vulgarisation des connaissances scientifiques, qui s'intéresse justement aux limites de ce champ. Merci Marine d'être avec nous. Merci à vous d'être si nombreux. Je suis un peu impressionnée. Et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, effectivement, Martin l'a dit, c'est pas du tout mon métier. Je suis journaliste scientifique, je m'occupe vraiment d'archéologie et d'histoire. Je me suis déjà frottée plusieurs années aux sujets plus complexes que sont la physique, la cosmologie, notamment la physique quantique. Donc, j'ai pu aborder ces sujets-là toujours dans une démarche de vulgarisation. Et donc, je vais un petit peu expliquer ce que je fais à côté, donc sur mon temps libre, si je peux dire, notamment autour du paranormal, qui est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Donc en fait, tout commence pour moi avec ce monsieur. Non, alors en fait, en réalité, voilà, bon, c'est moi. Tout commence pour moi plutôt là. Donc j'ai à peu près 6 ans sur cette photo, je crois, et c'est l'époque où ma maman, je suis née à Paris, où ma maman tire les cartes. Donc elle sortait d'un placard qui était dans ma chambre, un sac avec des cartes de tarot. Il y en avait des différents et c'était toujours une forme de petit rituel. Elle sortait ce sac, elle s'installait, elle se mettait toute seule. Et moi, ça m'inquiétait, ça me faisait assez peur. C'est un moment qui m'a marquée. Enfin, ce sont des moments qui m'ont marquée. Pourquoi ? Parce que il y avait toute la sonnalité forcément de ce moment-là, et puis aussi parce qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Je me demandais vraiment comment de simples cartes de papier qui sont tirées complètement au hasard pouvaient indiquer ce qui allait se passer dans la vie d'un individu. Bon, en l'occurrence, c'était soit des membres de ma famille, soit des amis, voilà, ou elle-même, ou peut-être moi. Donc ça m'inquiétait d'autant plus. Et ça, c'était vraiment la première chose qui m'échappait. Je me demandais aussi comment, en partant du principe que donc, ça pouvait être réel, je me demandais comment on arrivait à savoir autant de choses à partir d'une simple carte qui souvent en fait, ne présente qu'un petit dessin. Évidemment, on a tous en tête le dessin de la mort avec la faux. Bon, voilà, lui, c'était celui qui me faisait vraiment le plus peur. Je ne voulais absolument pas que mon regard croise cette carte. Et je crois qu'en fait, dès ce moment-là, l'ésotérisme et le paranormal en fait, ont attisé ma curiosité parce que ça mettait à l'épreuve ma crédulité. Mais donc, je vais en revenir à ce monsieur qui s'appelle le docteur Richard Gallagher, qui est psychiatre et professeur de psychiatrie au New York Medical College dans l'État de New York. On est en 2017 à peu près, et je suis tombée sur un article dans le Washington Post, plus précisément sur une tribune donc, qui était rédigée par ses soins. Une tribune qui était titrée « As a psychiatrist, I diagnose mental illness. Also, I help spot demonic possession. » Voilà. En sous-titre, on le voit, il y a écrit « How a scientist learn to work with exorcists ». Là, je me dis « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» En plus, on est quand même dans le Washington Post, qui est un média très sérieux, très respecté aux États-Unis, et donc à travers le monde. Et visiblement, pour le journal, c'était OK, on va dire, de mélanger, sans aucune forme de nuance, science et exorcisme dans une tribune. Alors, je précise, exorcisme catholique. Et une tribune, c'est quoi ? C'est un espace de parole dans lequel il n'y a pas de place à la nuance, puisque la personne, il n'y a pas de contre-pied dans une tribune. Donc j'ai décidé de combiner ma passion, qui était déjà bien établie, pour les phénomènes étranges, en tout cas dits étranges, et mon désir de rationalité dans ce podcast,
Donc ça, c'est le logo du podcast que j'ai refait récemment. Je suis ravie d'être là parce que, en plus, j'ai sorti récemment un nouvel épisode, ce qui n'avait pas été le cas pendant 5 ans. Voilà. Donc c'est tout à fait un hasard que je sois là aujourd'hui. Le timing est bon. Pardon, c'est pas un hasard. Et donc, pour vous expliquer rapidement le concept, dans ce podcast, je vais aborder des faits réels, des histoires vraies. Je vais les raconter factuellement. Donc, je vais m'en tenir aux faits dans le cadre d'un récit. Donc ça, c'est la première partie. Et dans une seconde partie, je vais essayer d'éclairer les événements, de les expliquer d'abord rationnellement, en faisant notamment appel à des gens compétents, donc des spécialistes qui sont... ça peut être des historiens, des psychologues, des anthropologues. Voilà. En fait, j'ai eu envie de créer ce podcast, déjà parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de podcasts. En 2017, en France, il n'y en avait pas tant que ça. Ensuite, parce que j'avais envie de créer une expérience sonore particulière, mais surtout parce que j'avais constaté qu'il y avait assez peu de médias, en tout cas de contenu, qui abordait le sujet du paranormal ni sous l'angle sensationnaliste, donc avec une forme d'esprit critique, ni de façon présomptueuse et parfois moqueuse. Et donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être la place pour ça. Et d'autant plus, en tant que journaliste scientifique, j'avais l'impression que c'était une forme de mission, puisque je m'intéressais à ces sujets-là, parce que pendant très longtemps, les médias ont été les premiers à surfer sur cette vague du paranormal de façon sensationnaliste. Alors, c'est plus forcément le cas aujourd'hui. Heureusement, aujourd'hui, d'autres le font. Hélas, les créateurs de contenu le font beaucoup. Même si ça reste, ils ne prétendent pas avoir une vision critique de la chose, mais ça reste de l'entertainment. Mais il y a rarement de place à la nuance aujourd'hui dans les contenus créés, notamment sur YouTube. Et donc, je me suis rendu compte à quel point le domaine du paranormal était formidable en fait, pour mettre à l'épreuve notre esprit critique. D'abord parce qu'il ne représente pas d'enjeu crucial. Ce n'est pas très grave de croire aux fantômes. J'emploie volontairement cette fois le mot croire. Ce n'est pas très grave de ne pas y croire. Il y a moins d'enjeux que dans certains domaines, même si, bien sûr, il y a de l'abus de faiblesse, on le sait tous dans ces domaines-là. Et donc, c'est aussi comme ça que j'ai découvert... Ah, excusez-moi, je me suis trompée dans mes slides. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Je suis un petit peu perdue, pardonnez-moi. Je crois que mes notes sont mélangées, mais enfin, c'est pas grave. Eh bien, c'est pas grave, je vais suivre le fil. Donc, oui, peut-être pour vous détailler un petit peu les thèmes que je peux aborder dans ce podcast. Donc, ce sont des histoires vraies que je vais tenter d'analyser. Et comment je les choisis, ça peut être la question. Il faut qu'il y ait, pour moi, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre un corpus d'archives suffisant aujourd'hui pour pouvoir les décortiquer. Et puis, il faut aussi qu'elles ne soient pas, qu'elles n'aient pas de conclusion définitive à l'heure actuelle. Donc, ce sont souvent des histoires anciennes. Alors, j'ai pu traiter des thématiques, pas mal des fantômes. Ça peut être aussi plus spécifiquement de la Dame Blanche. Mais je ne vais pas pouvoir tout dire, mais donc il y a cette affaire que je passe en revue, donc qui s'appelle l'affaire Rosenheim. Je ne sais pas si certains voient de quoi il s'agit. Donc c'est une histoire qu'on peut qualifier de poltergeist. Il me manque la moitié de mes notes, mais enfin c'est pas grave. Je vais faire au fil de la chose. Donc c'est une histoire qui se passe en 1967 en Allemagne, en Bavière. Dans un cabinet d'avocats. Et dans ce cabinet d'avocats, qui est situé dans un immeuble, voilà, il va y avoir tout un tas de phénomènes étranges qui vont survenir, notamment des anomalies électriques, des coups frappés, des déplacements d'objets. Et donc on va relier ces événements à une jeune femme, ici, qui est une jeune secrétaire dans le cabinet d'avocats, et on va rapidement penser qu'elle est à l'origine de ces phénomènes de façon inconsciente. Je ne sais pas si vous êtes familier de la notion de poltergeist.
puisque la notion de poltergeist, elle est un petit peu galvaudée, elle est assez mal comprise aujourd'hui. Je dirais la faute, entre guillemets, au cinéma, parce qu'on a en tête aussi la trilogie Poltergeist. Donc on pense que le poltergeist est un phénomène de hantise par une entité extérieure. Or, en fait, la définition admise aujourd'hui de poltergeist, c'est la manifestation inconsciente de l'esprit sur la matière, donc de l'esprit d'un individu. Un individu, donc on l'a vu tout à l'heure rapidement dans la présentation de Nicole Edelman, un individu qu'on définit souvent comme jeune, va projeter les tourments de son esprit à travers la matière, et il ne va pas le savoir, et souvent on ne va même pas juger qu'il est responsable de ces phénomènes. Voilà, donc ça c'est un phénomène de poltergeist qui est extrêmement bien documenté et qui a retenu mon intérêt. Pourquoi ? Parce qu'il a eu le mérite de faire l'objet d'une enquête scientifique relativement sérieuse à l'époque, de physiciens, notamment de l'Institut Max Planck en Allemagne. Et donc, c'est une des histoires qui peuvent m'intéresser parce qu'on n'a pas de fin mot. Voilà. Il y a aussi cette histoire qui s'appelle, que j'appelle l'affaire de la Machine. Alors, la Machine, c'est une ville en France, dans la Nièvre, qui existe encore. Elle s'appelle vraiment La Machine, puisque c'est une ville qui vivait à un moment de l'exploitation minière, et il y avait une machine qui permettait aux mineurs de descendre dans la mine notamment, qui, je crois, existe encore d'ailleurs, cette machine. Et donc, on est en 1972, je suis désolée, vu que je n'ai plus mes notes, je ne me souviens plus de la date exacte, mais ce petit garçon qui vit à la Machine avec ses parents, il est fils unique, va se plaindre d'entendre, et pas que lui d'ailleurs, ses parents, mais aussi les voisins, d'entendre des coups frappés, parfois qui sont frappés très très fortement, dans le mur de sa chambre, alors que personne n'est de l'autre côté du mur. Ça se passe dans un lotissement ouvrier, et donc il va y avoir une enquête de gendarmerie qui va être ouverte. Et donc ce gendarme, qui s'appelle Bernard Guilbert, va venir enquêter sur les lieux avec sa brigade. Et là encore, c'est une histoire que j'aime beaucoup parce qu'elle elle est documentée. Il y a des archives sonores que je trouve extraordinaires, et parce qu'elle a quelque chose de touchant. Et donc là encore, elle n'a pas de fin mot, et j'essaye de l'expliquer. Donc elle me permet en tout cas d'aborder là encore le thème du poltergeist de façon assez sourcée. Je vais vous mettre un extrait sonore. Esprit, c'est le chef qui te parle, tu m'entends? Tape un coup. Je t'ai pas entendu, retape un coup. Est-ce que tu me veux du mal? Tape 2 coups. Voilà. Donc ce sont vraiment c'est un moment qui a été enregistré d'époque. Et puis j'ai pu obtenir aussi une interview de Bernard Guilbert, que m'a gentiment fourni un chercheur aujourd'hui qui s'appelle Philippe Baudouin, qui a beaucoup travaillé aussi sur cette affaire. Et donc on a encore des témoignages, il y a encore des gens qui sont en vie. Voilà, ce genre d'histoire, pour moi, c'est ce que je peux appeler du pain béni. Voilà. Et ça, c'est mon dernier épisode. Donc, je parle des visages de Belmez. Alors là encore, peut-être que certains connaissent cette affaire qui a marqué l'Espagne dans les années 70, en 1971, très exactement. On est dans le sud de l'Andalousie. Et là, il y a une femme qui, un jour, dans sa petite maison, qui se trouve dans le village de Belmez, qui observe sur le sol de sa maison en béton un visage, une drôle de tache qui forme un visage. Donc là, plusieurs visages vont apparaître, plusieurs centaines de visages vont apparaître durant près de 40 ans sur le sol en béton de cette maison à Belmez, et ça va évidemment défrayer la chronique en Espagne. C'est une histoire qui m'intéresse parce que là encore, on a énormément d'archives et on n'a pas de fin mot. Alors, à titre personnel, je ne crois pas que des visages aient pu se former tout seuls sur un sol en béton. Néanmoins, j'ai aimé cette affaire parce qu'elle résiste encore à énormément de choses. Et parfois, les explications les plus simples, eh bien, on n'arrive pas à les atteindre. Voilà, je vais du coup repartir à ce stade. Donc, je me suis rendu compte en travaillant sur In Tenebris, donc sur ce projet,
je le disais tout à l'heure, à quel point le paranormal, c'était vraiment un domaine formidable pour mettre à l'épreuve notre esprit critique. Donc, parce que, je le disais, il n'y a pas vraiment d'enjeu crucial. Donc je me fais rarement attaquer, en tout cas quand je parle de ces sujets-là, dans n'importe quel sens. Je veux dire, si je reste ouverte, on ne va pas me le reprocher. Et si je traite les événements de façon rationnelle, sceptique, on ne va pas non plus me le reprocher. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'on appelle la zététique, qui est un mouvement qui se définit lui-même comme l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, des pseudosciences et des thérapies étranges, ou alors, comme l'art du doute, de faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance. Ce mouvement, il a été introduit en France dans les labos et dans les cursus universitaires par un physicien qui s'appelle Henri Brock. C'est lui. En réalité, c'est surtout une méthode scientifique, une posture sceptique envers ce que l'on présente comme des faits extraordinaires. Voilà, donc Henri Brock, lui aussi, il avait constaté que le paranormal, c'était un sujet génial pour affûter l'esprit critique, pour la simple raison qu'il attirait énormément de gens dans les amphis d'étudiants. Voilà. Donc il a fini par créer un véritable enseignement scientifique à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Et quelques années plus tard, il a ouvert le premier laboratoire de zététique au monde. Donc, dans ce labo, il a réalisé tout un tas d'expériences de télépathie, de clairvoyance, de lévitation, de télékinésie. Donc là, on est vraiment dans de l'expérimental. Et c'est en ça que je me suis intéressée à la zététique, parce que finalement, il y a assez peu de champs de recherche, de domaines où, de façon expérimentale, on va pouvoir mettre à l'épreuve ce type de phénomène. Alors, la zététique n'est pas toute blanche. Il y a aussi beaucoup de dérives, de polémiques. Je ne suis pas zététicienne, mais je pense qu'aujourd'hui, aborder le paranormal ne peut se faire sans connaître un petit peu le milieu de la zététique et leurs travaux. Donc, il n'y a pas qu'en zététique, je le dis, qu'on étudie ces phénomènes paranormaux d'un point de vue scientifique. Et fort heureusement, puisque depuis quelques années, puisque déjà, si on fait une moyenne des sondages, oui, Fanny Charras est dans ma présentation de façon involontaire. Acte manqué, peut-être. Mais donc, si on fait une moyenne un petit peu des sondages qui ont été réalisés ces dernières années en France sur les croyances au paranormal, je crois que j'ai plus mes notes, donc il me semble que c'est 1 personne sur 3 qui prétend croire à ces phénomènes, tous phénomènes confondus. Voilà, ça peut être la voyance, les magnétiseurs, les coupeurs de feu, etc. Et donc, il n'y a pas qu'en zététique qu'on étudie ces phénomènes. Et en cela, vu que c'est un sujet auquel les gens, 1 personne sur 3, donc, croient, je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui d'ouvrir la recherche scientifique à ces sujets-là. Alors, en France, on est très en retard. Alors, je n'ai pas assisté hier aux présentations, notamment de Fanny. On en a rapidement parlé, mais en France, on a vraiment un problème avec ces sujets-là. Voilà, c'est assez moqué dans le milieu universitaire. Contrairement à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la Suisse, à la Belgique, à la Suède, aux États-Unis, où les scientifiques, on est vraiment plus avancés. Voilà, on les introduit plus facilement dans les laboratoires. Et donc, je suis ravie maintenant que cette question commence à faire sa place dans le domaine des neurosciences, de la psychologie, de la biologie ou même de la physique. Donc là, je peux citer donc Philippe Charlier qui s'intéresse à énormément de ces sujets. Là, dernièrement, il a pu étudier notamment les phénomènes de zombification en Haïti. Il y a une grande exposition en ce moment au Quai Branly dont il est commissaire d'exposition. Il y a Renaud Évrard qui travaille avec d'autres psychologues, notamment Thomas Rabéron, que je n'ai pas mis dans la présentation, mais Renaud Évrard, qui est psychologue clinicien, qui a monté le CIRCE, qui est une organisation, je ne sais pas très bien comment dire, mais qui va prendre en considération, étudier la clinique des expériences dites exceptionnelles. Et donc lui, il a ouvert une cellule à l'université de Nancy, il me semble. C'est Nancy, je crois. Je crois que c'est Metz ou Nancy. Ah, Lyon aussi. Ah, oui, pardon. Surtout, je parlais de... Oui, Renaud Évrard. C'est Nancy, voilà.
dans laquelle ils accueillent des personnes qui prétendent souvent vivre des événements dits paranormaux, ou soit des phénomènes de hantise, ça peut être d'autres choses, mais qui ont parfois des forts traumatismes liés à ces expériences-là. Et ça, y en a pas en fait, à part ici, où c'est fait de façon professionnelle. On a aussi donc Grégory de Laplace, qui est anthropologue, qui étudie beaucoup les rites funéraires, notamment en Mongolie, et puis Fanny, que vous avez pu entendre hier. Oui, donc je le disais, ces institutions-là, il arrive... Comme j'ai pu ma présentation, est-ce que je peux aller chercher quand même mon texte ? Il est derrière, hein, il est juste derrière. Merci. Je suis désolée, petite interruption. Voilà, que je mette un petit peu d'ordre dans mes pensées. Hop. Celui-ci, précisément sur la photo, vous voulez dire ? Je ne sais pas très bien lequel c'est. Il y en a énormément. L'Institut en physique, vous voulez dire ? Qui est concerné par... en physique, à Rosenheim ? Vous voulez dire à Rosenheim ? C'est l'Institut Max Planck en physique, en l'occurrence, puisqu'il y a des Max Planck dans plein de domaines de la science. Donc, alors... Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils et donc de travaux pour appréhender le paranormal avec objectivité et avec tout l'esprit critique que, à mon sens, ce sujet nécessite. Mais ce n'est pas pour ça, et ça c'est vraiment important de le souligner, je trouve, que ça anéantit toute part de mystère. Et bien au contraire. Parce que quand on a utilisé à bon escient ces outils et qu'on a fait preuve d'esprit critique, si à la fin il reste une hypothèse valable, paranormale, elle est d'autant plus forte et plus satisfaisante, en fait, si on a envie d'y croire. Dans le cas de l'affaire Rosenheim, donc des experts en tout genre, je l'ai dit, se sont succédés dans ce cabinet d'avocats, qui avait eu au début des ingénieurs. Ils avaient essayé de vérifier s'il n'y avait pas un gros problème sur le circuit électrique. Pour rentrer un tout petit peu dans les détails, c'est-à-dire que les gens passaient dans les couloirs, les ampoules explosaient littéralement sur eux. Ils ont vu des armoires de plusieurs dizaines de kilos se déplacer seuls, des tiroirs s'ouvrir, des cadres tourner sur eux-mêmes. Et surtout, il y avait cette fâcheuse tendance au niveau des téléphones. La nuit, tous les téléphones appelaient l'horloge parlante, ça coûtait très cher. Il y avait une note exorbitante de téléphone. Et pourtant, on était en pleine nuit et personne n'était dans le cabinet. Voilà, donc il y a eu des enquêtes au niveau des compagnies d'électricité locales, etc. Et le dernier maillon des enquêtes, c'est donc l'Institut Max Planck de physique. Et il y a eu 2 physiciens qui sont venus sur place. Et ces physiciens, ils ont été forcés d'admettre qu'après leur enquête, en fait, ils n'ont pas pu expliquer, avec les moyens actuels de la physique, ce qui avait bien pu se passer dans le cabinet d'avocats. De la même manière pour la machine, donc l'affaire dans la Nièvre avec le petit garçon pour laquelle vous avez entendu un sonore, même s'il n'y a pas eu d'enquête scientifique, en fait, on a quand même du mal encore à comprendre ce qui a bien pu se passer dans cette maison. Aujourd'hui, évidemment, voilà, on n'a pas exploré toutes les possibilités. Ça peut être une anomalie acoustique, mais quand on a tous les éléments en main et qu'on enquête dessus, même à l'heure actuelle, avec les archives, on a du mal à croire. Finalement, c'est presque aussi peu crédible que l'hypothèse paranormale qu'une personne se soit planquée dans les caves, ou qu'il n'y avait pas, mais en tout cas dans des souterrains, d'éventuels souterrains, puisque c'était un territoire minier, c'était un peu un gruyère. Qu'une personne se soit cachée et frappée des coups en pleine nuit, en plein jour, et répondu et entretenu un dialogue, parce que c'est ça que je n'ai pas dit, mais dans le cas de la machine, ce mur qui parle, on l'appelle comme ça, il semble intelligent. C'est-à-dire que les gendarmes eux-mêmes vont lui poser des questions et les coups frappés semblent répondre à une forme de langage.
Et donc c'est là où ça commence à devenir vraiment plus que paranormal, en tout cas vraiment paranormal. Et donc l'extrait que vous avez pu entendre, voilà, le mur répond par 2 coups non, par 1 coup oui. Et donc la possibilité que quelqu'un puisse avoir fabriqué ces coups de façon cachée et extrêmement bien cachée, puisque la police n'a absolument pas trouvé de signe qu'il y avait eu... en tout cas, il n'y a pas de signe de canular. Elle paraît aussi peu probable, en tout cas quand on a les éléments en face de nous. Mais donc, ça ne veut pas dire que c'est foncièrement paranormal, que ces affaires-là sont foncièrement paranormales. Ça veut juste dire que quelque chose nous échappe et que ce quelque chose n'est pas encore expliqué. Donc en fait, c'est paranormal jusqu'à ce que ça devienne peut-être un jour normal. Pour finir, on peut peut-être se demander pourquoi, il me reste 4 minutes, ça va, pourquoi s'appuyer uniquement sur la raison, sur la science et donc sur l'esprit critique pour tenter de comprendre certains phénomènes inexpliqués, alors que, notamment en ce qui concerne par exemple les fantômes, on a des millions de témoignages de gens qui affirment avoir vécu ou vu des choses qui semblent échapper à la science aujourd'hui. C'est vrai que parfois on entend des histoires, on assiste, on voit, parfois on vit nous-mêmes des choses et puis on ne se met plus à douter le temps de quelques instants. Et surtout, on peut légitimement penser que par essence, des choses échapperont toujours à la science, et particulièrement dans le domaine du paranormal, parce qu'on peut se dire qu'il y a presque quelque chose de métaphysique. Peut-être qu'on ne peut pas percer les mystères de la vie après la mort d'un point de vue scientifique. Peut-être qu'on peut se dire que c'est ainsi. Et donc, en cela, pourquoi ne pas se raccrocher à tous les témoignages qui existent depuis la nuit des temps sur ce type de phénomène ? Bien, pourquoi ? Pour moi, parce que la science, elle exige de respecter des règles strictes, ce qu'on appelle un ethos, l'ethos de la science. Autrement dit, un ensemble de valeurs, de principes, de normes qui orientent et régulent les pratiques scientifiques. Donc, en gros, c'est une sorte de code éthique qui guide, je ne l'apprends à personne, qui guide la communauté scientifique, qui n'est pas toujours très bien respectée d'ailleurs, qui guide la communauté scientifique. Et donc, on doit en partie à un sociologue qui s'appelle Robert K. Merton, qui a beaucoup travaillé sur la sociologie des sciences. Et donc, tout ça, ce sont autant de règles, de cadres critiques auxquels, hélas, même des centaines de millions de témoignages ne pourront jamais se soumettre. Alors, si je peux me permettre, même si je suis absolument personne pour vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, je vous encourage à affûter votre esprit critique, surtout avec le paranormal, parce que c'est extrêmement distrayant et qu'il y a de fortes chances que vous n'ayez plus jamais peur ensuite des fantômes, notamment si vous êtes seul la nuit dans une maison un peu terrorisante. Mais surtout parce qu'en matière de paranormal, comme dans tous les domaines de la connaissance, pour moi, il vaut mieux cultiver ces interrogations plutôt que ces certitudes. Voilà. Merci Marine pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudrez poser là ? Oui, bonjour. Juste pour revenir sur ce point et sur le fait aussi que vous avez dit, c'est un sujet qui n'est pas trop grave, juste avoir votre impression, comment la science devrait se positionner quand on est sur certains aspects qu'on va avoir des milliers de témoignages, par exemple un sujet où on a vu une image sur la question des ovnis. On a des milliers de témoignages concordants à travers la Terre. C'est une question qui est majoritairement rejetée d'un point de vue scientifique, alors que dans l'actualité vraiment brûlante aux États-Unis, on va avoir des agents du renseignement militaire, des personnes très haut gradées, des généraux, des amiraux, etc., qui sont en audition au Sénat américain et qui disent « les États-Unis étudient ce sujet-là depuis les années 40, mais vous n'avez pas le droit de le voir ». C'est-à-dire que ce sont des sujets qui restent intégralement sous un secret militaire. À mon avis, à ce sens-là, surtout dans la situation politique et militaire mondiale, le fait d'exclure la communauté scientifique publique d'une recherche sérieuse en disant c'est faux,
et avec une communauté scientifique qui défend cet avis-là. Il y a un paradoxe, en fait. Quand on a des gens qui disent « vous ne pouvez pas, vous dites que c'est faux parce qu'en fait, vous n'avez pas accès aux informations », mais d'un point de vue militaire, on fait des recherches. C'est une manière de tenir à l'écart le public et de se concentrer intégralement sur un axe de développement, de rétro-ingénierie. C'est ce qu'ils disent qu'ils font, hein, de la rétro-ingénierie militaire, ce qui peut être, pour le coup, un sujet relativement grave. Alors, vous l'avez dit, le sujet de la vie extraterrestre, et plus particulièrement donc, des ovnis et d'éventuels matériaux extraterrestres arrivés jusqu'à nous. Intelligence non humaine, très bien. Bah oui, c'est effectivement sous secret militaire. Ce sont des sujets assez compliqués. Alors, c'est pas complètement fermé puisque scientifiquement, c'est quand même étudié. On a aujourd'hui le SETI Institute qui est quand même un petit peu, enfin, qui est beaucoup plus pris au sérieux qu'il y a plusieurs décennies. La NASA ouvre des programmes. C'est assez paradoxal parce que les langues semblent se délier et en même temps, il y a toujours cette omerta et ça, je ne pourrais pas dire le contraire. Néanmoins, donc, pour répondre à la question de départ, qui est comment aborder scientifiquement ces sujets-là, bon, bah, là, en prenant le morceau par plusieurs bouts, hein, comme le font des astronomes, des astrophysiciens, on peut parler, voilà, je recite le SETI, mais on ne peut pas négliger aussi, notamment pour tout ce qui concerne la question des abductees. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier du terme. Donc, c'est dizaines de millions peut-être aujourd'hui, je ne sais pas très bien, de personnes qui prétendent avoir été enlevées par des extraterrestres et qui vivent des expériences, là encore une fois, très, très, très traumatisantes. On ne peut pas uniquement se concentrer sur s'atteler à essayer de prouver qu'il y a bien une vie intelligente ailleurs et qui viendrait sur Terre et qui nous observerait de façon extrêmement concrète, c'est-à-dire en nous prélevant du sol, en nous étudiant et en nous relâchant ensuite. Tous les témoignages concordent sur ce thème. Hein. C'est à peu près... ce sont des enlèvements qui se passent la nuit, généralement. Et puis, il y a des visions. Les discours sont très, très cohérents. Donc, on est obligé aussi de les étudier d'un point de vue psychologique. Là-dessus, il n'y a pas énormément de recherches. Il y en a un petit peu, en psychologie anomalistique notamment. Je citais Thomas Rabeyron tout à l'heure. Je sais que Thomas Rabeyron a étudié la question de ces enlèvements extraterrestres et notamment en entrevoyant des pistes sur des états modifiés de conscience, notamment qui surviennent durant les phases d'endormissement ou de réveil. Ce sont des expériences qui ont très très souvent lieu la nuit, donc soit à l'endormissement, soit au réveil. Donc ce qu'on appelle des hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques. Dire aujourd'hui à quelqu'un qui prétend avoir été enlevé par des extraterrestres depuis 30 ans, 40 ans, il y en a qui le vivent de façon extrêmement régulière, dire aujourd'hui que ce qu'ils ont, ce sont des hallucinations hypnopompiques ou hypnagogiques, c'est extrêmement présomptueux venant de moi. Je ne sais pas. Mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il faut mettre en œuvre le plus de moyens possible d'un point de vue scientifique pour régler ces sujets-là. Vous parliez des questions... on va dire des visions collectives, par exemple, d'OVNI, mais je pense que c'est d'autant plus urgent que des gens sont en souffrance sur ces sujets-là, voilà, sur cette question notamment des enlèvements extraterrestres, et il faut que la science se dépêche. Alors c'est intéressant, merci. C'est intéressant de parler de moyens scientifiques, mais aussi, je voudrais dire, anthropologiques, parce que hier, la conférence de Fanny, justement, montrait très bien comment est-ce que, en prenant au sérieux la position de différentes personnes, en fait, j'imagine que ça peut avoir un effet de ne pas justement reléguer ça à de la simple... à des balivernes, en gros, de le prendre au sérieux, que ça peut amener un déplacement qui, finalement, doit avoir un côté qui aide des personnes qui se sentent justement pas... qui ne trouvent pas leur place, quelque part, dans notre société avec ce genre de discours. C'est une question que je voudrais poser à Fanny, en fait, presque en retour. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet-là en particulier, mais j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Lagrange, qui est un anthropologue spécialiste de l'ufologie et qui était un doctorant de Bruno Latour. Et alors, il s'est moins intéressé au phénomène d'abduction, mais ce qu'il a remarqué, qui est assez intéressant, je pense, d'un point de vue anthropologique, c'est le fait qu'on le SETI
va s'intéresser aux extraterrestres qui sont loin. Et c'est-à-dire qu'il y a une sorte de hiérarchisation des possibilités de connaissance. En disant, les extraterrestres qui sont loin, on peut imaginer qu'ils existent. Par contre, ceux qui viennent sur Terre, là, c'est pas possible. Et donc, en fait, il va discréditer les abductions en tant que portant préjudice à l'ufologie. Donc, il y a une sorte de hiérarchisation à ce niveau-là. Et après, il y a des travaux qui ont été faits. Et il y a notamment John E. Mack aux États-Unis, qui est un psychologue qui a travaillé par hypnose. Alors j'ai lu son livre sur les abductions, c'est assez impressionnant. Alors encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais en fait, je voyais comment il monte son enquête, qui est très intéressante. En fait, il a eu beaucoup de personnes qui sont venues dans son cabinet. Et il s'est rendu compte, alors qu'il était très sceptique sur le sujet, en tant que psychiatre, petit à petit, il s'est rendu compte que ces personnes qui allaient mal, qui souffraient en effet de traumatisme, comme tu viens de le dire, quand ils prenaient au sérieux leur traumatisme et qu'il allait par hypnose, il remontait à l'abduction, il obtenait des récits très semblables des personnes, mais surtout, il obtenait un soulagement de leur part parce qu'il ne réduisait pas, contrairement à ses confrères, à une hallucination pure et dure. Et donc, il disait pas « vous êtes fou, vous hallucinez ». Il disait « en fait, on va remonter par hypnose jusqu'à cet enlèvement et je vais vous écouter ». Alors, par contre, quand on lit le texte, ce qui est assez frustrant, enfin, pour ma part, je me disais « ah ouais, ça va être... si je voulais travailler là-dessus, ça serait compliqué en tant qu'anthropologue parce que il ne décrit pas comment il met sous hypnose. Donc, il ne décrit pas les questions qu'il va poser aux personnes, quelle est l'induction, voilà. Mais par contre, il va décrire vraiment l'histoire qu'il obtient de la personne et en même temps le soulagement. Et en fait, c'est comme ça qu'il a commencé à se dire il y a vraiment eu des abductions parce qu'il n'y a que le fait de prendre au sérieux ce qui s'est passé pour ces personnes-là qui les soulage. Donc lui, il s'est dit en tout cas, il y a une efficacité de l'hypnose plutôt qu'une efficacité du discours psychiatrisant vis-à-vis de ces personnes-là. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci beaucoup. Merci. L'idée de toute façon de ces conférences, c'est de créer des discussions. Donc voilà, on a eu un mini-échange entre vous deux. Merci beaucoup Marine pour cette présentation.